www.sangatv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le procès Khalifa Sall suspendu jusqu'à vendredi prochain à 9h. Une décision du président du tribunal correctionnel. Il rendra son verdict à propos de certaines exceptions soulevées par les deux parties et la demande de liberté provisoire du maire de Dakar. 24 heures après la manifestation des pêcheurs de Guet-Ndar, Ali Ngouille est dépêché sur les lieux. Assure que c'est la marine sénégalaise qui va désormais assurer la sécurité des pêcheurs sénégalais. Le ministre de l'Intérieur assure également que des discussions seront entamées avec la Mauritanie. Le front social en ébullition avec la grève du SAMES à l'hôpital de Dantec. Les malades et accompagnants déplorent le mouvement d'humeur de 72 heures. Au même moment, le SAES annonce une grève de 72 heures de 48 heures plutôt à compter de ce mardi. Le Conseil supérieur de la fonction publique bientôt mis en place. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouvernement et l'intersyndicale des collectivités locales. On en parle dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Finalement, le procès Khalifa Sall ne va pas être suspendu. La procédure d'urgence intentée par la défense en vue d'arrêter le jugement n'a pas prospéré. Les juges de la CEDEAO donnent leur avis dans un mois. Justement, nous sommes en ligne avec Maître Ousmane Diagne, des avocats de l'État dans cette affaire. Monsieur Diagne, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment appréciez-vous donc cette décision de la CEDEAO qui va donner son avis dans un mois, ce qui fait que ce procès va continuer? Écoutez, il faut vous dire que l'État du Sénégal vient de remporter une victoire parce que l'objectif de cette procédure à Abuja était manifestement de bloquer le procès qui se déroule actuellement à Dakar. Et en prenant son délibéré au 20 février, c'est-à-dire dans un mois, la Cour a quand même démontré par là, dans un premier temps, qu'il n'y a aucune urgence comme l'allègue de la défense. Donc vous soutenez que c'est une victoire, certainement, qui en annonce d'autres ou bien? Absolument, parce que l'objectif principal de cette procédure, rappelons qu'il s'agit d'une procédure d'urgence. Quand on dit urgence, ça veut dire qu'il y a des périls que les droits sont largement violés ou menacés. Il demandait tout simplement qu'on ordonne la suspension immédiate des poursuites, des procédures en cours jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits par l'État du Sénégal aux exigences des droits de l'homme. La Cour, en fixant son délibéré au 20 février, a par là montré que franchement, il n'y avait aucune urgence et que l'État de droit fonctionne normalement au Sénégal. C'est-à-dire que nous avons donc devant la Cour, nous avons essayé donc de démontrer que toutes les violations de droits de l'homme alléguées par la défense ne sont vraiment pas fondées, que nous avons un système judiciaire qui fonctionne normalement. Nos juridictions sont en train de fonctionner normalement. Le procès se déroule dans les règles de l'art avec tous les standards de procès. Voilà, Oui. Voilà, je vous remercie, Maître Diagne. Nous sommes en ligne avec la défense. Maître Amadou Alikan me fait ton signe, qui est en ligne. On va le prendre tout de suite, mais retenez que le procès donc, de Khalifa Sall, pour le moment, est suspendu jusqu'à vendredi prochain à 9h. Une décision donc, du président du tribunal correctionnel qui rendra son verdict à propos de certaines exceptions soulevée par les deux parties et la demande de liberté provisoire du maire de Dakar. Et puis, dernière nouvelle, on nous apprend que ce procès de Khalifa Sall ne va pas être suspendu. La procédure d'urgence intentée par la défense en vue d'arrêter le jugement n'a pas prospéré. Les juges de la CEDEAO donnent leur avis dans un mois. Vous avez tout à l'heure entendu Maître
Diagne, avocat de l'État. On attend Maître Kane qui sera incessamment en ligne. On me fait signe qu'il n'est toujours pas là. Peut-être que nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Maître Kane, finalement, est en ligne. Maître Kane, bonsoir. Oui, bonsoir, cher. Alors, Maître, comment avez-vous donc accueilli cette décision de la CEDEAO qui a décidé de donner son avis dans un mois? Est-ce que c'est un revers pour la défense ou bien? Mais non, on ne peut pas l'interpréter de cette façon. C'est aller trop vite en besogne. Mais la défense tout à l'heure, les avocats de l'État tout à l'heure quand même ont dit que c'est une victoire éclatante de leur part. Mais non, vous savez, les avocats de l'État ne sont pas habitués aux procédures devant la Cour de la CEDEAO. La Cour de la CEDEAO, c'est une cour pour une sous-région qui comprend près de 16 États. Donc il y a un rôle extrêmement chargé. Le fait qu'elle mette en délibéré une décision au 20 février ne peut pas être interprété comme un revers. Parce que rappelez-vous qu'il y a une procédure normale et il y a une procédure accélérée. On a déposé d'abord un dossier dans le cadre d'une procédure normale et nous avons demandé à déposer pour une procédure accélérée, ce qui a été accepté. Ce qui montre donc déjà que la requête a été prise au sérieux. Maintenant, le fait qu'on la mette en délibéré ne préjudicie à rien à ce qui va être décidé. Voilà, M. Kane, donc maintenant, quelle suite à adopter suite à cette décision de la CEDEAO qui donne rendez-vous dans un mois? Non, il n'y a aucun problème. On va attendre le 20 février. À cette date, la Cour de la CEDEAO va statuer sur la demande de mesures conservatoires, à savoir la liberté provisoire, la suspension du procès, etc. Et puis après, elle va fixer une date pour l'examen du fond de l'affaire. Les violations qui ont été commises à l'encontre de M. Khalifa Sall. Voilà, merci M. Amadou Ali Kane qui était en ligne avec nous. Amadou Ali Kane, un des avocats de Khalifa Sall. Nous parlons de toute autre chose avec la marine sénégalaise qui va assurer la sécurité des pêcheurs. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur des Pêcheurs, par le chef de l'État pour discuter avec des pêcheurs de Guet-Ndar, Ali Ngouille Ndiaye, qui a condamné la mort du pêcheur sénégalais et qui promet que des discussions seront entamées avec des autorités mauritanienne. Il était à Saint-Louis, je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Je pense que le problème numéro un, c'est la sécurité, notamment des pêcheurs, quand ils se trouvent dans le territoire sénégalais d'abord. Et à ce niveau, assurance leur a été donnée que l'armée prendra toutes les dispositions pour assurer la présence de la marine ici, à Saint-Louis. Les pêcheurs eux-mêmes sont d'accord qu'au-delà de la frontière, ils sont en territoire mauritanien. Mais ils ont également revendiqué, et nous l'acceptons avec eux, que quand leurs pirogues sont arraisonnées, la solution, ce n'est pas de tirer sur eux. À la limite, le matériel peut être pris, à la limite, des amendes peuvent être données, mais la solution, ce n'est pas de tirer. Donc il faut arrêter ces tueries. Et là également, c'est quelque chose que nous partageons et nous prendrons toutes les dispositions. Mais d'une manière plus globale, ce problème qui se pose, c'est également peut-être un problème économique, parce que l'essentiel des populations qui sont là vivent de l'activité de pêche. C'est pourquoi nous avons également dit que le président de la République lui-même prend en charge ce dossier et relancera les discussions avec la Mauritanie. Je vous l'annonçais également dans les titres, le front social en ébullition, avec tout d'abord la première journée de la grève du syndicat autonome des médecins du Sénégal, jugée satisfaisante par les grévistes. Le docteur Obodi Diop et ses camarades veulent amener l'État à concrétiser les accords signés à l'hôpital Le Dantec, où malades et accompagnants ont déploré ce mouvement d'humeur de 72 heures. La grève risque de porter un sérieux coup aux prestations. Un reportage signé Mambiram Diouf et Mohamed Dia. Une journée spéciale pour les malades et les accompagnants accueillis par la structure hospitalière. Surpris par la grève du SAMES, le temps est donné et c'est pour d'abord dénoncer le mot d'ordre. Je suis avec un malade qui souffre au ventre.
Je viens d'ailleurs d'apprendre que les médecins sont en grève. C'est très difficile ici de trouver un interlocuteur. Je suis complètement épuisé du fait de la longue attente des rendez-vous à n'en plus finir, c'est trop. Pour à ces nombreux patients, on leur dit que la faute est du côté du gouvernement parce qu'on a alerté depuis plus de 2 ans. Si vous vous rappelez, l'année 2017 a été traversée sans aucune journée de grève. Donc on avait donné suffisamment de temps au gouvernement de prendre ses responsabilités et de solutionner ces problèmes. Pour Dr Boli Diop, l'évaluation faite en mi-journée est satisfaisante. Le mot d'ordre a été suivi au niveau de l'ensemble des services. On a fait le bloc central où le programme, n'est-ce pas, réglé a été annulé. Idem par rapport au bloc d'urologie. Aussi au niveau de la chirurgie pédiatrique, les services sont interrompus. Au niveau des services de consultation de médecine, on a constaté la même situation. Et aussi les échos qu'on a venant des régions font état de la même situation, que le mot d'ordre a été très bien suivi dans l'ensemble du territoire. Porter l'âge de la retraite à 65 ans, revoir le système de rémunération, autant de revendications qui nécessitent toutefois une attention de la part de l'État, ajoute-t-il. L'État doit régler le problème, ce qui nous arrangerait également. Ces médecins négligent leur travail dans le public, ce qu'ils n'osent pas faire dans le privé. L'État doit mettre un terme à cela. 25 000 francs ordonnance, te fi nek liggéeyum dara. Nit a gën alal ñu góorgóorlu jàppale ñu ci ñun ñu ñuy faj yaa ngi may dégg te yërëm ñu te yàlla tax waaw ndax te ñu baax lañu nag. Première journée de grève du SAMES ressentie ici à Dantec, mercredi et jeudi, 2 jours de plus de durcissement de la lutte. Mambiram Diouf, puis le professeur El Hadjignan, major du service imagerie médicale, joue un rôle régulateur dans cette crise qui oppose l'État du Sénégal au SAMES. Il prône le dialogue et des consultations élargies sur le secteur de la santé au Sénégal. Je propose de l'écouter toujours au micro de Mambiram Diouf. Le syndicat défend la corporation, mais également pour le syndicat des médecins, défend également les malades. Et ce syndicat s'intéresse à l'hôpital pour les malades. Elle s'intéresse probablement également à ses conditions de travail, mais à sa rémunération. Est-ce que l'État a négligé les médecins, les revendications? Non, on ne peut pas dire que les revendications des médecins sont négligées, ça c'est trop dire. Mais est-ce qu'ils s'entendent réellement? Est-ce que vraiment le dialogue est établi? Donc il faut quand même associer les médecins au choix des machines, au choix des appareils, les écouter également et les faire participer autant que faire se peut à l'édification du cahier de charges, au choix des fournisseurs et aux conditions même du marché. Pendant ce temps, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur compte observer une grève de 48 heures à compter de ce mardi. Ces enseignants s'indignent de la lenteur observée par le gouvernement pour la poursuite des négociations et entrée à la retraite au décret sur la recherche et la réforme des titres. Il faisait face à la presse ce matin. L'élément de Fatou Bintou Conté n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Union des transporteurs routiers, de son côté, a entamé des dialogues avec le gouvernement et les acteurs du secteur. Gora Khouma s'est montré moins optimiste avec l'absence du ministère des Transports et des Douaniers. Je propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye. Cette Assemblée générale aujourd'hui a but de se concerter entre acteurs routiers et le gouvernement du Sénégal. Nous impliquons le ministère du Travail pour qu'au moins un soutien pour que le patronat puisse appliquer la convention collective, pour que ces conducteurs puissent avoir une sécurité, c'est-à-dire que l'assurance dans le travail, la caisse de sécurité et de l'EPS. Mais comme les autorités nous ont demandé d'arrêter ces grèves et de faire une concertation, c'est pourquoi nous avons ouvert ce volet aujourd'hui de concertation. Mais je crois que je ne suis pas optimiste. Il faut qu'on retourne au combat.
puisque le climat ne donne pas, en tout cas le parfum ne me donne pas bien, puisque cette rencontre est très importante. Il y a l'absence alors du ministère des Transports, il y a l'absence de la douane, il y a l'absence du directeur général du port et le donc on nous demande d'aller en grève ou se mettre encore sur le terrain pour faire le combat. Et nous sommes prêts pour faire le combat. Nous avons envisagé aujourd'hui de faire un dialogue, mais je crois qu'ils n'ont pas voulu. Nous allons du côté de Ziguinchor où les populations du quartier Kenya sont en colère. Ils ont arboré des brassards rouges pour dénoncer le manque d'eau potable et d'électricité dans leur localité. Ils demandent l'intervention de l'État, soutenant que la mairie n'a pas su résoudre ce problème. Je vous propose de suivre cet élément signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Arborer des brassards rouges, brandir des pancartes de fortune, mais aussi des bougies. Voici le mode d'expression des populations du quartier Kenya situé dans la commune de Ziguinchor. Elles dénoncent ceci. Le quartier a été loti depuis 1988 et jusque-là nous ne pouvons pas entrer dans nos droits. Le quartier souffre de beaucoup de problèmes. Le problème d'électrification, l'eau potable, nous n'en disposons pas. Les puits nous donnent que de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Entreprenons des démarches au niveau des autorités. Blabla en fait partie. Mais jusque-là, on nous donne des promesses non tenues. Et nous prions vraiment le chef de l'État nous aide à vraiment couvrir le problème qui nous gangrène. Nous sommes dans une insécurité totale. La réponse du maire Abdoulaye Baldé. Ce que je veux dire aux populations, c'est que nous allons poursuivre le renforcement de l'éclairage public dans les quartiers, réhabiliter le réseau actuel, mais aussi renforcer avec le solaire au niveau du centre-ville, avec le projet de 50 000 kits solaires du gouvernement. Donc la ville de Ziguinchor a été choisie aussi pour abriter à peu près 1500 lampadaires. Donc ce qui nous permettra de changer le parc au niveau de la ville, mais aussi de desservir les quartiers de la périphérie. Ces populations disent aussi qu'elles n'ont pas de route. Nous sommes dans un quartier où vraiment, pour entrer à l'intérieur, c'est un problème. Vraiment, ça pose beaucoup d'énormes problèmes. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Et vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Oui. Poste de santé, non, on n'a pas de poste de santé. Nos femmes accouchent en cours de route, en allant à l'hôpital. Ça, c'est pas sérieux. La réponse du maire de Ziguinchor. Donc le projet Promoville va démarrer dans sa première phase qui concerne 5 km de route. C'est déjà dans sa phase active. Nous allons avoir des routes qui vont d'abord desservir l'ensemble des quartiers de la périphérie, que ce soit Kandiala, que ce soit Lignane, mais aussi réhabiliter des voies ou construire des routes au niveau de Santhiaba, Koloban. Mais de façon beaucoup plus globale, la deuxième phase de Promoville va concerner tous les quartiers. Le quartier Kenya est l'un des derniers quartiers situés au sud de la commune de Ziguinchor, sur la route de Kantène. À Mbao, la construction d'un mur de clôture dans le lieu de culte a fini de réveiller les démons de la division dans cette localité. Le maire de la localité est très remonté en effet contre la fondation Servir le Sénégal, même si il a repris ses droits sur le site suite à l'intervention de la DESCOS. Les détails dans cette correspondance signée Salif Sow et Asmalik Diop. Une visite de chantier, pas comme les autres. Le maire de Mbao s'est rendu au cimetière de Kermbaïfal Kambou Toldiaz avec une forte délégation. Ici, la réhabilitation du mur de clôture du lieu de culte divise les habitants. L'édile parle d'ingérence, un forcing qui ne passera pas, avertit-il. Au banc des accusés, le coordonnateur de l'APR Ambao et la première dame, Mariam Faisal. Quelqu'un, un citoyen de surprise, Abdou Karim Sall, s'il se permet de venir aller voir donc la fondation Servir le Sénégal, avoir un financement et de venir essayer de mettre la clôture sans pour autant parler au maire, sans pour autant écrire à la mairie, un problème se pose. Parce que la procédure est que si vous avez un don, si vous avez une participation, vous vous adressez à la mairie et que la mairie fasse une délibération et que le conseil municipal se réunisse d'abord et qu'une délibération soit faite pour accepter ce don et pour vous accompagner à faire ces travaux. Ce qui n'a pas été fait. S'ils essaient d'arrêter nos travaux, je crois que tout ce qui peut arriver en bas, ils seront responsables. Le principal mis en cause contacté n'a pas voulu réagir, du moins pour le moment. Les travaux entamés ici sans autorisation de la mairie ont été arrêtés par la DESCOS. Le coût des travaux est estimé
selon toujours la municipalité, à 12 millions de francs CFA. Salif Sow, je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil supérieur de la fonction publique sera bientôt mis sur pied. C'est le résultat de la rencontre entre le gouvernement et l'intersyndicale des collectivités locales. Auparavant, le comité interministériel sera installé fin février, début mars pour valider les 8 décrets d'application restant sur les 22 comptes rendus signés Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye. Le gouvernement et l'intersyndicale des collectivités locales ont accordé leur violon. Bientôt la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique. Au cours des échanges, après être revenu sur le contexte, sur les contraintes, des éléments d'orientation ont été dégagés, notamment consignés dans un plan d'action consensuel autour duquel l'intersyndicale a beaucoup travaillé. Mais pour ce qui est ressorti comme élément d'orientation de cette réunion technique, le Premier ministre a décidé de la mise en place d'un comité interministériel pour le suivi en attendant la mise en place du Haut Conseil, qui est l'organe habilité à approcher cette question du point de vue de la stratégie et autres. Après 72 heures de grève, l'intersyndicale prend acte et prévoit de consulter la base pour la matérialisation de ses acquis. Il est vrai que ça a été une réunion technique très constructive, qui a en partie répondu à nos attentes par rapport aux préoccupations des travailleurs. Ça tournait essentiellement sur le statut de la fonction publique locale et des abus constatés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Nous avons été mandatés par la base. Nous comptons tenir le 31, à savoir demain, une assemblée générale d'information. Sur ce, un comité interministériel va étudier les questions urgentes et les statuts particuliers. Au cours de sa première réunion, toutes les questions liées aux problématiques sociales, notamment la situation des indemnités de départ à la retraite, les questions de réintégration des travailleurs et toutes les autres questions ayant été dans la plateforme autour desquelles il faut trouver des solutions les plus urgentes. Dans ce dossier également, il devra être dans ce comité les dossiers relatifs au décret portant sur les statuts, puisque ce sont des statuts particuliers, devront être examinés avant d'être soumis à l'instance que j'ai évoquée tout à l'heure. Ce comité sera mis en place fin février, début mars pour valider les 8 décrets qui restent sur les 22 décrets d'application. Pape Faraning, et puis cet atelier sur l'apport de la digitalisation dans la gestion des recettes locales pour Ousmane Tanor-Dian. Cette nouvelle formule va permettre d'amener plus de transparence dans la gestion des deniers publics. Compte rendu donc de cet atelier signé Chertiyan John et Mohamed Dia. Pour un développement équilibré, une transparence dans la mobilisation de l'assiette globale, élus locaux, cadres du gouvernement et une partie du secteur privé décident de mettre en place un mécanisme de transfert dans un contexte marqué par l'acte 3 de la décentralisation. Le PUDC qui un peu veut nous populariser, nous initier au numérique, parce que le numérique est aujourd'hui incontournable. Et nous voulons que les Sénégalais, de manière générale, acquièrent une culture du numérique, comme c'est le cas aujourd'hui au Kenya, comme c'est le cas à Tanzanie, c'est comme au Rwanda, où pratiquement tout est dématérialisé. Et la circulation des liquidités ne se fait pratiquement plus. Et on veut que ça se popularise au niveau national et local. La question de la mobilisation des ressources, c'est aussi le financement des collectivités locales. Du coup, un concept d'autonomie pour une bonne gouvernance s'impose. La nécessité des collectivités locales de travailler en étroite collaboration avec les chambres de commerce qui représentent le secteur privé. Et que d'abord on essaie de régler le problème que les entreprises adhèrent à ce système. Adhèrent d'abord pour payer les taxes normalement. Et pour cela, il faut que les collectivités locales essayent de donner plus d'attractivité à leur terroir et de donner plus de possibilités
et rendre leur terroir attractif et de pouvoir satisfaire les opérateurs économiques sur leurs besoins quotidiens. Faire de la numérisation des paiements un moteur d'accroissement des recettes pour un développement local, un outil pour la transparence dans la gestion des deniers publics. Inquiétude à Rufisque sur l'impact du pôle urbain de Diamniadio sur les collectivités locales environnantes. Le délégué général rassure, Seydou Sy était l'invité du conseil municipal de Rufisque-Est pour la signature d'une convention de partenariat sur les opportunités du pôle. Ousseynou Thiam et Biradiagne ont assisté à cette session. Invité à la session du conseil municipal de Rufisque-Est, le délégué au pôle urbain de Diamniadio rassure sur l'impact du pôle vis-à-vis des collectivités locales environnantes. Mieux, il a signé une convention de partenariat avec cette commune pour permettre à cette collectivité locale de capter les opportunités de développement qu'offre ce pôle. Nous avons donc une convention de coopération pour travailler ensemble pour que la commune puisse tirer profit des opportunités du pôle urbain de Diamniadio, qui est un bassin d'emploi, un bassin d'activité. Diamniadio étant une ville nouvelle, va s'adosser sur la vie urbaine de Rufisque-Est dans un premier temps, sur le passé historique de Rufisque, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Longtemps préoccupé par l'impact du pôle, le maire de Rufisque-Est se dit convaincu de ce projet de développement. Avec l'ensemble de ses équipes techniques pour venir nous présenter le projet du pôle urbain avec les opportunités par rapport aux communes qui l'entourent. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des conseillers municipaux sont ressortis vraiment avec toutes les informations et comme l'a dit tout à l'heure le ministre, pour que chacun puisse quand même contribuer de son côté au développement de ce pôle et au développement de l'ensemble des collectivités locales qui entourent ce pôle. Donc aujourd'hui, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui sera scellé entre la commune et le pôle urbain, par ricochet la ville de Rufisque. Face aux complaintes des populations riveraines du pôle, notamment celle de Denis Maligay, Seydou Sy Sall jure la main sur le cœur qu'aucun village ne sera touché. Parlons santé à présent avec la présence de la maladie du sida dans la région de Kaffrine qui inquiète toujours les autorités médicales de la région. Malgré les efforts consentis pour lutter contre le fléau, le nombre de cas a sensiblement augmenté entre 2016 et 2017 en allant jusqu'à 1,6%, largement supérieur au taux de prévalence national qui est de 0,5%. Là-dessus, nous écoutons Oumar Khouma, le point focal sida à Kaffrine lors du revue du comité régional de lutte contre le sida, des propos recueillis par Ibrahima Diamé. Par rapport au taux de séropositivité, au terme de l'exercice de l'année 2017, est de 1,06% au niveau de la région de Kaffrine. Et c'est un taux en tout cas qui est une alerte parce que c'est un taux élevé, en tout cas à notre niveau on juge que c'est élevé parce que si nous sommes à 1,6%, c'est plus ou moins inquiétant et nous devrons en tout cas tout mettre en branle pour essayer de prendre à bras le corps la problématique du VIH. Il faut d'abord voir la position géographique de Kaffrine. Kaffrine est une région frontalière avec beaucoup de pays, la Gambie, la Guinée-Bissau, etc. Mais aussi, Kaffrine est un carrefour. En tout cas, il y a une route nationale qui dessert plusieurs destinations. D'autres facteurs de vulnérabilité que nous pouvons retenir, il y a ce qu'on appelle les facteurs socio-culturels. Le sonora et le levira, en tout cas, c'est des pratiques culturelles qui sont présentes au niveau de Kaffrine. Pour éliminer d'ici à 2030 le VIH-Sida, pour participer à l'élimination d'ici à 2030 le VIH-Sida au niveau national, il y a surtout ce qu'on appelle la redynamisation de la multisectorialité. Mais n'oublions pas dans les facteurs de vulnérabilité la présence de l'ouma. En tout cas, il y a de grands louma, de grands marchés hebdomadaires au niveau de la région de Kaffrine, en tout cas qui permettent des rencontres, la pratique de certains petits métiers et des petits restaurants, en tout cas qui font qu'il y a une vulnérabilité au niveau de la région de Kaffrine.
Nous allons dans la région de Saint-Louis avec cette incinération de produits impropres à la consommation composée de médicaments frauduleux. Plus de 102 millions de francs CFA de marchandises ont été incinérés selon le chef de la subdivision régionale des douanes, Abdoulaye Diallo. Les résultats de la lutte ont atteint plus d'1 milliard de francs CFA en 2017. Abdoulaye Diallo, plutôt chef de la division sub-régionale des douanes, au micro de Seynou Diop. Des unités de la subdivision ont atteint cette année 700 millions en termes de recettes contentieuses, c'est-à-dire les amendes qui ont été recouvrées et les ventes qui ont été effectuées par les différentes unités. Oui, ces produits que nous allons incinérer aujourd'hui sont constitués de médicaments, de produits vétérinaires, de cigarettes qui ont été saisis par l'ensemble des unités de la subdivision. Ces médicaments, outre le fait qu'ils ne respectent pas les circuits normaux d'importation et ne disposent pas du visa de la pharmacie nationale, causent un véritable problème pour la santé des populations et même de notre cheptel national. Donc, comme vous le voyez, c'est une très grande quantité, comme l'a dit le gouverneur, qui est estimé exactement, je pense, à 102 millions 21 886 francs. Et puis 4 morts et 1 blessé grave. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit hier sur l'axe Linguère-Matam à hauteur de Ranérou. Le véhicule en provenance de Matam a heurté un camion malien en panne et mal stationné. Le corps sans vie et le chauffeur blessé sont actuellement à l'hôpital Maguetlo de Linguère. Des informations signées notre correspondant sur place, Modumbaï. Et puis Global Business, une exploitation agricole de 200 hectares de cultures maraîchères installées depuis 2015 à Missira, à Tambacounda, œuvre contre l'immigration clandestine. Le gouverneur a effectué une visite économique à Bira, zone tampon du parc Nyokolokoba, et signale que l'État du Sénégal va accompagner ce projet. Les détails avec Moussa Omarguey. Les exploitations agricoles de Bira, dans la zone tampon du parc national Nyokolokoba, financées sur fonds propres à hauteur de 850 millions CFA par Djibril Mar Diop, promoteur de Global Business, ont favorisé le recrutement de plus de 500 agents ces 2 dernières années. Le gouverneur de Tamba, qui vient d'effectuer une visite économique dans ces périmètres maraîchers qui s'étendent sur 200 hectares, affiche son optimisme. Aujourd'hui, il a pris plus de 400 jeunes, et dont le tiers vraiment a bénéficié d'un contrat permanent. Les 2 autres sont des saisonniers. Et je dis bien, ce sont des jeunes qui ont été recrutés sur la base du code du travail. C'est des jeunes qui ont des contrats qui ont été paraphés par l'inspecteur du travail. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est de créer d'ici 2020 5000 emplois. 5000 emplois permanents. Ça, c'est son ambition. Et il est prêt à apprendre dans chaque collectivité locale 50 jeunes. 50 jeunes. Et tout ce qu'il demande à l'État, c'est l'appui et l'accompagnement. Le choix porté sur Tamba, qui est une zone de départ et de transit par excellence des candidats à l'immigration irrégulière, n'est pas fortuit, selon Djibril Mar Diop. Donc les gens ont tendance à toujours à dire Tuki Teki, mais Top Teki aussi, ça existe. Donc l'objectif, c'est de faire travailler les jeunes et de les faire rester dans notre propre pays pour faire développer notre pays. On a beaucoup de contraintes parce que vous savez, le financement, c'est propre. Le financement est propre par rapport parce qu'il y a un seul investisseur. Il n'y a pas d'accompagnement. El Hadj Bouya Amar, le gouverneur, a donné ses assurances. Global Business sera accompagné par l'État, mais en retour, va générer des emplois pour fixer les jeunes au bercail. Ça, Omarguey, merci. Cet élément met fin à cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.